Après la Grèce, c'est à Paris que nous nous rendons pour étudier un autre phénomène, cette fois invisible, dont une grande partie résulte, comme les mégafeux, de la combustion et de l'utilisation des énergies fossiles. Alors, la pollution de l'air, ça a une définition très simple. C'est toutes les entités qui, lorsqu'on les respire, sont nocives pour la santé humaine. Et les gaz sont les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre, l'ozone, les composants organiques volatiles. On a les fameuses particules, c'est-à-dire un aérosol, et qui restent en suspension dans l'air. Il y a émission des polluants, à la fois gaz et puis particules, et c'est ça que nous, les êtres humains, on inhale. La principale source d'émissions de particules fines en Île-de-France, c'est le chauffage au bois, intrinsèquement très émetteur de particules fines, et à lui seul responsable de la moitié de toutes les particules fines émises dans l'atmosphère en Île-de-France, alors que ça n'est que 5% du chauffage utilisé en Île-de-France. La seconde principale source d'émissions de particules fines, c'est le trafic routier, c'est les véhicules thermiques. Vous avez de la combustion dans les moteurs de pétrole, et du coup, cette combustion, elle provoque des émissions de particules fines. Mais vous avez aussi une autre source qui est un peu moins connue, qui est l'abrasion des freins, l'abrasion des pneus et l'abrasion de la route. C'est à peu près 10% des particules fines émises en Île-de-France. Donc au total, le trafic routier, c'est de l'ordre de 16-17% des émissions de particules fines en Île-de-France. La pollution de l'air est partout, et surtout, on ne la voit pas. On inhale chaque jour des quantités importantes de particules fines et d'autres gaz nocifs pour notre santé, qui pourtant sont régulés au niveau européen et national. En France, on a effectivement un droit qui encadre les émissions de polluants atmosphériques avec deux types de normes. On a des valeurs cibles et des valeurs limites. Donc les valeurs cibles, c'est des valeurs à atteindre. On a une obligation de moyens pour y arriver, alors que les valeurs limites, c'est des valeurs à ne pas dépasser et c'est une obligation de résultat, donc c'est beaucoup plus strict. Ces normes européennes, elles sont moins ambitieuses que les recommandations de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé. Et ça, c'est déjà une vraie première problématique, parce que ça veut dire que les normes qu'on a en France ne correspondent pas aux meilleures connaissances scientifiques. Ces seuils recommandés par l'OMS, ils sont beaucoup plus bas que les seuils qui existent dans la loi française. Pour vous donner qu'un exemple, en matière de dioxyde d'azote, le seuil fixé dans la loi française, c'est 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle de dioxyde d'azote, alors que les seuils recommandés par l'OMS, c'est de ne pas dépasser 10 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote. La France doit légalement respecter les valeurs limites européennes, qui sont pourtant beaucoup moins protectrices que les valeurs guides de l'OMS les plus récentes. Même si les seuils français et européens actuels ne sont pas au niveau des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, la réglementation en place depuis plusieurs années a permis la baisse des concentrations en gaz polluants dans l'air. Il y a un consensus scientifique mondial sur le fait qu'à partir d'un dépassement de ces concentrations de polluants de l'air, on va voir des impacts sur la santé humaine en matière, comme je vous le disais, d'accroissement, de crise cardiaque, d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, de bronchopneumopathie chronique obstructive. Tout ça va avoir un impact et sur un surcroît de pathologies très handicapantes, mais aussi de mortalité. On réagit contre l'agression de la pollution et on arrive à se défendre, ce qui veut dire à ne pas subir les conséquences de cette agression. Mais dès qu'il y a pollution en excès, nos défenses ne sont plus suffisantes. Les conséquences de la pollution de l'air sur notre santé ne sont pas les mêmes pour nous toutes et tous. Les scientifiques que nous rencontrons évoquent les personnes déjà vulnérables, telles que les personnes enceintes ou les personnes malades, comme étant plus susceptibles de souffrir de la pollution atmosphérique. On sait que les enfants sont plus à risque, le système immunitaire n'est pas abouti, les poumons sont en train de grandir, et puis plus d'asthme parmi les enfants qui habitent dans des zones urbaines où il y a de la pollution. Si, il y a une autre pathologie, la leucémie, qui a été aussi mise en relation, plein de symptômes respiratoires, mais beaucoup plus inattendus, un excès d'autisme chez les enfants qui habitent à côté d'échangeurs. La pollution de l'air, et intérieure et extérieure, tue prématurément 7 millions de personnes dans le monde. Donc c'est très important parce que c'est un décès sur 9 chaque année. 40 000 décès prématurés par an seraient évitables si on ramenait pareil les niveaux de pollution de l'air sous les seuils recommandés par l'OMS.
La pollution de l'air a des conséquences non négligeables sur la santé humaine et affecte de manière encore plus grave les publics vulnérables tels que les enfants, les personnes enceintes, ainsi que celles atteintes de maladies chroniques. Pour cette raison, la France a déjà été condamnée pour non-respect des seuils nationaux en 2021, à une amende de 10 millions d'euros. Pour autant, les politiques n'ont toujours pas pris de mesures fortes pour pallier les effets des polluants sur la santé. Alors, nous avons rencontré des habitantes et habitants qui agissent afin de faire respecter les valeurs limites sur leur territoire. Fin 2018, donc, je prends connaissance de quelque chose d'horrible. Et je me rends compte que si on fait converger toute la circulation en fait, dans le quartier, enfin d'un côté en tout cas, tout tomberait ici. C'est ça qui en fait sa dangerosité. Et au cœur de ce rond-point, il y a un groupe scolaire de 600 enfants, 120 ou 150 habitants, plus une centaine d'étudiants. Bon, enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout défendre ces êtres fragiles dont la santé est précaire, en fait, vis-à-vis de la pollution de l'air. Depuis 2017, des concertations publiques suivies d'une enquête ont permis le lancement des travaux d'un nouveau projet d'échangeur autoroutier à Saint-Denis, dans le quartier Pleyel. Ce projet d'aménagement du système d'échangeurs Pleyel de l'A86 et de l'A1 avait pour principal objectif de fluidifier la circulation aux abords du village des athlètes pour les Jeux olympiques et paralympiques et plus tard, la circulation du quartier Pleyel. Cet échangeur est situé à moins de 500 mètres du complexe scolaire Anatole Pleyel qui accueille près de 600 enfants âgés de 3 à 12 ans. Lorsque les habitantes et habitants le découvrent lors des concertations publiques, le projet fait polémique. Hamid Ouidir, parent élu à la Fédération des conseils de parents d'élèves, est l'un des premiers à s'inquiéter des conséquences de l'échangeur et à nous décrire son combat. Je suis arrivé en fait sur ce dossier, sur ce problème, fin 2018, quand on a été invité à une réunion publique, toute simple, pour parler du franchissement urbain Pleyel. Rien à voir avec l'échangeur. Lors de la présentation en fait, des plans, de masse et de construction de ce franchissement urbain Pleyel qui est là-bas, en fait, au sud du quartier Pleyel. J'ai vu qu'ils avaient assuré en fait, tout un endroit du quartier qui est la périphérie du quartier, qui contient la rue Francis Poulbeau, qui est périphérique du quartier et qui est fréquentée par 10 à 20 000 véhicules par jour. J'ai interpellé l'élu en question, enfin, qui nous faisait la promotion du franchissement urbain Pleyel. Je lui ai dit mais ce que vous assurez là, c'est définitif ou c'est temporaire? Et du coup, je lui dis, vous assurez une zone du quartier Pleyel et vous nous dites que c'est juste pour fabriquer un échangeur. Ça m'a foutu une trouille noire de me dire que si ça, c'est ce que je pense, ça va être terrible. Je dis, c'est du non-sens, il y a quelque chose qui cloche. Et donc ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai suivi toutes les autres réunions publiques. Pour l'aménagement de l'échangeur Pleyel, une concertation publique démarre fin 2017. Cette concertation, prévue par le Code de l'environnement, vise à informer le public et à lui permettre de donner son avis lors de l'élaboration de projets de travaux susceptibles d'avoir des incidences sur son environnement. Les riveraines et riverains nous racontent leurs tentatives pour se faire entendre et pour trouver un compromis qui n'affecterait pas la santé de leurs enfants. Ils nous ont conviés gentiment pour qu'on la ferme, mais sinon, oui, on a donné notre avis. Notre avis, c'était de faire l'échangeur un peu plus loin, là où il y a les voies de chemin de fer, où ça dérange personne, c'est un peu plus loin de l'école. Nous avons tout fait en tant que citoyens, en tant que parents d'élèves, pour essayer de les dissuader en fait, de faire ce projet dans ce format. On n'a pas été dire ne faites pas de projet ou ne voulons pas des JO. Non, Par contre, on leur avait dit dans ce format, c'est inacceptable, on ne peut pas. On ne peut pas accepter que des routes d'autoroute viennent encercler une école. Enfin, c'est pas possible. Les concertations publiques n'ont pas permis aux habitantes et habitants de faire entendre leur voix. Avec des organisations environnementales, ils et elles pointent le non-sens d'un tel projet et les risques inconsidérés de l'échangeur sur la santé des enfants de l'école. Comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'on construise des échangeurs autoroutiers à fort trafic, avec plus de 10 000 véhicules qui passent par jour, à moins de 500 mètres d'une école?
On est bien au-dessus, partout en Seine-Saint-Denis, des seuils recommandés par l'OMS. Donc on est dans des machines à fabriquer des asthmatiques, à fabriquer des gens malades plus tard qui vont coûter à la collectivité. Mais en fait, aujourd'hui, le coût de la pollution de l'air, et c'est un rapport du Sénat qui le dit, c'est 100 milliards d'euros par an en France. En 2020, la FCPE et les organisations de riveraines et riverains décident d'attaquer le projet d'échangeur en justice devant la Cour administrative d'appel de Paris. On est parti donc en justice le mois de janvier 2020. Donc le juge en référé avait suspendu le projet parce qu'il émettait des réserves fortes sur les mesures mises en place par la direction des Routes d'Île-de-France pour protéger en fait les populations. Enfin, surtout les plus fragiles. Il n'y a pas de loi sur laquelle on a fondé notre recours. Notre recours, il est fondé en fait sur le bon sens. Bon sens et des articles scientifiques qui documentent en tout cas les méfaits de la pollution de l'air à un certain niveau, à une certaine échelle, sur des organismes petits. Quelques mois après la suspension du projet d'échangeur, le juge rend un avis contraire et considère que les nuisances sonores et la qualité de l'air ne peuvent être considérés comme excessifs face au niveau d'intérêt général que représente sa construction. Le projet reprend. La justice n'a pas freiné ce projet. On a pu le regretter, mais c'est une décision de justice et on n'est évidemment pas là pour la contester. En revanche, ce que j'ai trouvé intéressant en lisant la décision, c'est qu'à aucun moment on parlait de la primauté de l'intérêt de l'enfant, alors que c'est pourtant l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. La pyramide normative fait que la France et l'ensemble des décisions françaises, des lois, des règlements, des décisions sont censées respecter les engagements internationaux de la France. Et en l'occurrence, la France a signé et ratifié la Convention des droits de l'enfant parce que dans un certain nombre de décisions, on voit bien que des bénéfices, notamment économiques, peuvent primer sur la santé des enfants, alors même que le droit à la santé, le droit à un environnement sain, fait partie également des droits de l'enfant. Pour le cas de l'échangeur Pleyel, en octobre 2020, la justice statue ainsi. Dans ces conditions, eu égard notamment aux avantages socio-économiques du projet et aux mesures prises pour les éviter et les réduire, les inconvénients relevés par les requérants, en particulier en ce qui concerne les nuisances sonores et la qualité de l'air pour certains riverains, qui sont inhérents à de tels travaux de voirie, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente et ne lui retirent pas son caractère d'intérêt général. La reprise des travaux affecte grandement les riverains et riveraines engagés du quartier Pleyel. En dernier recours, ils et elles décident de se rendre au Conseil d'État pour contester cette décision. Elle sera également rejetée en 2020. Du coup, on part à la Cour européenne des droits de l'homme et on est débouté de notre recours. 1800 pages de recours. Recours et annexe. Toujours est-il que ce revirement de situation, donc cette Cour qui nous renvoie une page, c'était vraiment un mépris. On peut avoir plusieurs suspicions sur pourquoi est-ce que ces recours n'ont pas abouti. Il n'y a pas d'éléments nouveaux qui vous permettent de par exemple, vous adresser au Conseil d'État ou la CEDH a énormément de demandes, donc elle rejette énormément de recours aussi. Effectivement, on est dans une approche quand même en droit de l'environnement où le principe de précaution ou de prévention sont très peu respectés. Le risque qu'il y ait 13 000 voitures par jour qui passent à moins de 5 mètres de la cour d'une école, il est quand même assez certain. Je veux dire, pas besoin d'être médecin pour s'en rendre compte. Et pourtant, ce projet est autorisé. Et ce projet a été soumis à des procédures d'autorisation environnementale où il a dû justifier de pourquoi est-ce que finalement ces risques étaient pris en compte, pris en charge, etc. Il faut savoir que pour justifier justement de ce projet, le porteur de projet a mis en avant notamment le fait que les moteurs allaient changer avec donc le passage à l'électrique et que les zones à faible émission allaient être mises en place. Ça n'épuise pas du tout en fait tous les risques. Et on se confronte avec cette affaire de l'échangeur Pleyel à un vide juridique. Pendant 4 ans, les habitantes et habitants ont tout tenté. De la concertation publique à la remise en cause de l'enquête du constructeur, de la saisie de la Cour d'appel de Paris puis du Conseil d'État jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Même avec le soutien d'organisations telles que l'UNICEF et le réseau Action Climat, le rassemblement de nombreux collectifs de riveraines et riverains,
et même une pétition qui avoisine les 20 000 signatures, ils et elles n'ont rien obtenu. Désormais, l'étau de l'échangeur enferme définitivement les enfants, habitantes et habitants du quartier Pleyel. Et je peux vous dire que l'OMS a demandé à des collègues de mesurer quel était le pourcentage de la population qui n'était pas exposée, et ça fait peur. 99% de la population mondiale est exposée à au moins 5 microgrammes par mètre cube. Donc 1%, je me demande où se trouve-t-il, ce 1% n'est pas exposé. Nous respirons le même air pollué. Pour autant, les études scientifiques fracturent le mythe universaliste que nous en subirions toutes et tous les mêmes conséquences. Si 99% de la population est exposée, les moyens de se soustraire à la pollution atmosphérique divergent selon notre état de santé, nos revenus, notre lieu de vie, nos habitudes de consommation et même notre travail. La différence que fait l'OMS entre susceptibilité et vulnérabilité. La susceptibilité est une notion biologique. La susceptibilité face à la pollution de l'air est définie par les capacités de nos défenses biologiques à faire face aux polluants atmosphériques. Être un ou une enfant, une personne immunodéficiente ou atteinte de maladies chroniques, comme l'asthme, nous rend par exemple plus vulnérables aux conséquences de leurs effets sur notre santé. À côté de ça, il y a la vulnérabilité. Moi, je tiens beaucoup à ce concept. C'est un concept social. C'est le fait d'appartenir aux classes, il faut le dire, défavorisées, qui exposent davantage les gens à la pollution atmosphérique. Un des chiffres qui illustre l'impact de la pollution de l'air sur la justice sociale, c'est une étude qui est parue en 2015 qui montre qu'à Paris, par exemple, les habitants les plus pauvres ont 3 fois plus de risques de décéder d'un épisode de pollution de l'air que les habitants les plus riches. Et puis on s'aperçoit aussi que généralement les populations les plus pauvres ont beaucoup plus de difficultés à se soustraire à la pollution de l'air. On peut savoir que son quartier est très pollué, on peut en avoir conscience, on peut savoir que l'école de son enfant est dans une zone très polluée, mais ça va être beaucoup plus difficile de déménager ou alors de partir se mettre au vert le week-end. Donc finalement, ces enfants-là restent malgré tout plus exposés dans la ville. Le sujet sur lequel il y a très peu de débats, c'est sur la vulnérabilité. Puisqu'en fait, il y a cette notion d'exposome qui correspond à l'ensemble des expositions auxquelles un individu fait face de sa naissance à sa mort. Et si on regarde l'exposome des enfants, on s'aperçoit que les enfants vivant en situation de pauvreté sont généralement exposés à plus de facteurs fragilisants. Les enfants pauvres ne sont pas toujours plus exposés, mais les enfants pauvres sont toujours plus vulnérables. Le service statistique ministériel dans les domaines de la santé et du social, l'adresse, publie en janvier 2024 un rapport sur les conséquences différenciées de la pollution atmosphérique sur les enfants des familles aisées et des familles modestes en France. Les enfants les plus modestes ont 2 fois plus de risques d'être hospitalisés pour une bronchiolite et 1,6 fois plus de risques d'être hospitalisés pour de l'asthme que les enfants les plus aisés. Malgré ce constat effrayant, les chercheuses et chercheurs de l'adresse ajoutent également la différence de soins. Les délivrances de médicaments contre l'asthme en pharmacie de ville sont bien moins fréquentes chez les plus modestes que chez les plus aisés. Ce qui ressort de nos rencontres avec les riveraines et riverains, avec les membres d'associations, avec les juristes et les scientifiques, c'est que malgré les recours en justice, malgré la mobilisation et la volonté sincère de protéger les plus vulnérables, il est rare, voire impossible, de trouver une échappatoire pour se prémunir des effets des polluants atmosphériques sans des moyens financiers importants. En Île-de-France, on estime qu'on perd environ 10 mois d'espérance de vie en moyenne par adulte du fait de la pollution de l'air, ce qui est déjà très important. Vous avez des études internationales qui estiment que dans des métropoles indiennes, on perd jusqu'à 5 à 7 ans d'espérance de vie du fait de la pollution de l'air. Donc, à l'échelle mondiale, il y a des inégalités énormes en matière d'exposition à la pollution de l'air. La pollution de l'air est partout. Partout où nos industries polluantes,
où nos modes de vie occidentaux basés sur le consumérisme et l'extraction des énergies fossiles se sont implantés de force. Et partout, des personnes vulnérables et non responsables de ces pollutions sont victimes de leurs effets. Des enfants de Pleyel aux habitantes et habitants de métropoles indiennes. Pour le quartier Pleyel, l'engagement des citoyennes et citoyens n'a pas permis de faire respecter les droits humains des plus vulnérables. La suite de notre enquête nous mène en Allemagne. La diversité des stratégies de lutte utilisées par les activistes, associations, citoyennes et citoyens peuvent-elles enfin garantir la protection des populations vulnérables face à ces méga-projets ?